Merci d'être Lumière du Monde Télévision et bienvenue à ce temps d'information pour vous informer de l'actualité africaine et internationale. Tout de suite, place au sommaire de votre journal. RDC, 378 magistrats nommés dans le Kivu par le M23 avec pour mission relancer les institutions judiciaires dans les zones sous contrôle des rebelles depuis plus de 9 mois. Kinshasa dénonce une atteinte grave au monopole de l'État en matière judiciaire. Le Brésil accueille la COP30, la conférence annuelle des Nations Unies sur le climat. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement participeront aux rencontres. Et puis le président américain Donald Trump a réitéré son discours d'intervenir militairement au Nigeria si le gouvernement n'agit pas rapidement pour prévenir les attaques des islamistes qui cibleraient principalement les chrétiens. De son côté, la République populaire de Chine prend publiquement position en faveur du Nigeria. Les détails de cette actualité dans votre journal. Merci d'être Lumière du Monde Télévision. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, 378 magistrats nommés dans le Kivu par le M23 avec pour mission relancer l'appareil judiciaire dans les zones sous contrôle des rebelles depuis plus de 9 mois. Kinshasa dénonce une atteinte aux prérogatives de l'État quand des voix s'élèvent pour saluer la décision qui aide à éviter que la population se rende justice elle-même, faute d'institutions. Le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, a annoncé le recrutement officiel de 378 nouveaux magistrats dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette initiative vise à mettre en place un système judiciaire parallèle dans les zones du Nord Kivu, placées sous son contrôle. Selon le mouvement rebelle, ces magistrats ont été intégrés à l'issue d'un processus de sélection dont les résultats ont été publiés ce lundi soir à Goma. Conformément à la Constitution, on ne peut pas priver un peuple ou une population à l'accès à la justice. Et c'est la motivation que nous avions au niveau de l'AFC M23 de remettre l'appareil judiciaire de telle sorte que tous ceux-là qui ont des dossiers, des conflits, soient orientés devant leur juge naturel. Selon les responsables du M23, cette opération de recrutement s'inscrit dans le cadre des activités de la Commission de relance de la justice, la CRJ, une structure créée par les rebelles depuis plusieurs mois. Le processus aurait débuté le 14 septembre dernier avec une série d'évaluations destinées à sélectionner de nouveaux magistrats qui affirment vouloir désormais exercer pleinement leurs fonctions dans les territoires sous contrôle du M23. C'est-à-dire ceux qui doivent administrer la justice étant absents, nous ne pouvons pas abandonner nos compatriotes à leur triste sort. C'est comme ça que nous avons suivi l'appel de l'AFC M23. Depuis la prise de Goma en janvier dernier par les rebelles, la ville traverse des difficultés. Privée d'un véritable service public de justice, plus de 2 millions d'habitants font face à une économie locale quasiment à l'arrêt, aggravée par la fermeture prolongée des banques. Face à la relance de la justice initiée par le mouvement rebelle du M23, la population demeure partagée entre prudence, espoir et incertitude quant à l'avenir. C'est une bonne nouvelle, mais cela nous étonne. Nous y voyons une contradiction. Le M23 veut instaurer sa justice, tandis que Kinshasa s'y oppose. Ces discours contradictoires nous laissent dans le flou. Nous ne savons plus à quoi nous en tenir, ni comment les choses vont évoluer. Mais la justice est une bonne chose. Face à cette initiative, le gouvernement central a réagi avec fermeté. Kinshasa a déclaré nuls et non avenus tous les actes posés par les magistrats désignés par l'AFC M23, estimant que cette justice parallèle constitue une atteinte grave à la souveraineté nationale et au monopole de l'État en matière judiciaire. Depuis 2 mois, le Mali est confronté à un blocus sur le carburant mis en place par les djihadistes du Djemin pour les chauffeurs des camions citernes. La prise de risque est certes énorme, mais les besoins existentiels et le patriotisme restent motivateurs. On ne sait jamais si on rentre vivant. Seul Dieu le sait. Si Dieu te sauve, tant mieux. S'en remettre à Dieu avant de franchir la frontière, plus de 340 km jusqu'à Bamako, plus de 6 heures de route, le ventre noué par la peur. Mais il faut bien gagner sa vie, nourrir sa famille. Chacun se motive comme il peut. On le fait parce qu'on aime notre pays. On ne veut pas que les Maliens manquent de carburant.
Ravitailler Bamako en essence, l'enjeu est vital pour le pays. C'est ce qu'a bien compris le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, cette coalition de groupes armés affiliés à Al-Qaïda. Plusieurs milliers de combattants qui bloquent toutes les routes qui mènent à la capitale malienne, provoquant pénurie de carburant, flambée des prix sur le marché noir, l'économie du pays asphyxiée. Et pour parvenir à leur fin, aucune règle, aucune limite. Depuis le début du blocus des djihadistes, je les ai croisés une seule fois, mais ils ne m'ont pas touché. Mon camion était en panne et j'étais en route pour le garer quand j'ai vu qu'ils avaient brûlé 2 camions-citernes à côté. Les chauffeurs étaient morts. De quoi refroidir même les plus courageux, et il devient de plus en plus difficile pour les compagnies de transport de recruter des candidats au volant. À la peur se substitue la crainte de devoir mettre la clé sous la porte, notamment quand on gère une flotte de 45 camions. Un de mes chauffeurs a même laissé son camion à Abidjan. Au moment où je lui demandais de charger de l'engrais pour le Mali, il a laissé mon camion à Abidjan. Un carburant fait de sang humain, résume le Premier ministre malien, qui salue le courage de ses chauffeurs et des militaires qui les escortent. Au Soudan, l'inquiétude gagne davantage du terrain devant l'augmentation des déplacés de guerre dans des camps déjà surpeuplés avec des ressources très limitées. Les humanitaires lèvent de la voix pour appeler à l'aide. De nouvelles vagues de déplacements au Soudan suscitent l'inquiétude des organisations humanitaires et des médecins locaux. Ces derniers avertissent que l'afflux de personnes accroît la pression sur des camps déjà surpeuplés et confrontés à des ressources limitées. Nous avons marché dans les rues pendant 2 jours à pied. Si les voitures des forces de soutien rapide vous trouvaient, elles vous battaient. À Karni, nous avons marché pendant 8 heures. Dans la rue, nous avons vu des coups, des viols, des fouets. Ils fouettaient les gens avec des fouets et d'autres choses, n'importe quoi. Ils écrasaient même les gens avec leurs voitures. Les humanitaires appellent à l'aide depuis la chute de la ville d'El Fasher, qui était à l'époque la dernière capitale à être sous le contrôle de l'armée régulière. Nous avons vécu une très grave crise à El Fasher à cause des bombardements continus des drones, de l'artillerie et des balles tirées au hasard. La nourriture a également été touchée. C'était un siège complet. Il n'y avait pas de nourriture du tout. Nous en sommes arrivés au point où nous mangions de l'ombasse, puis même l'ombasse n'a plus été disponible. Les forces paramilitaires de soutien rapide ont pris le contrôle de la ville le 26 octobre et forcé depuis des milliers de civils à trouver refuge dans la ville voisine de Tawila, à 70 km de là. C'était une tragédie dans les rues. Il y avait des cadavres, des gens qui s'effondraient à cause de la marche, de l'épuisement et du harcèlement. Ils demandaient de l'eau. Si vous en aviez, vous leur en donniez, sinon vous les laissiez dans la rue, femmes et enfants. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit gravement préoccupé par l'escalade à El Fasher, appelant à mettre un terme immédiat aux hostilités. Toujours sur le continent africain, comme chaque année, le Maroc a commémoré jeudi le 50e anniversaire de la marche dite verte, réclamant la souveraineté du pays sur le Sahara occidental. L'histoire retient qu'un demi-siècle en arrière, près de 350 000 Marocains se dirigeaient vers le Sahara occidental, alors colonie espagnole. L'anniversaire de la marche verte intervient cette année dans un contexte marqué par l'adoption au Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution qui qualifie le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental de solution plus réalisable. Le Maroc a commémoré jeudi le 50e anniversaire de la Marche verte, le 6 novembre 1975, à l'initiative du roi Hassan II. 350 000 Marocains ont marché pacifiquement vers le sud du pays afin d'affirmer la souveraineté du royaume sur le Sahara occidental, administré par l'Espagne. Que Dieu ait pitié de ceux qui ont combattu pour le pays et le Sahara, et pour ceux qui sont encore en vie, que Dieu les conduise à bon port. Longue vie au roi. Le Sahara est marocain et c'est notre pays. Nous sommes ici, heureux de cœur. Depuis un demi-siècle, le 6 novembre est devenu une journée de fierté pour les Marocains. Bien plus, elle marque ce qu'ils appellent la grande victoire
obtenu par le père du roi, Mohamed VI. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour célébrer avec les petits-enfants, les mères, les pères et nos grands-parents la joie de cette grande victoire obtenue par Sa Majesté le roi et le peuple marocain. Aujourd'hui, nous commémorons et éternisons l'anniversaire de la glorieuse Marche verte. L'anniversaire de la Marche verte intervient dans un contexte marqué par l'adoption au Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution qui qualifie le plan d'autodétermination du Maroc pour le Sahara de solution la plus réalisable. Notre deuxième joie est celle de la résolution d'autonomie du Conseil de sécurité des Nations Unies en faveur du Maroc, adoptée par 11 voix avec l'abstention de la Russie et de la Chine. Je remercie toutes les personnes impliquées et tous ceux qui sont à l'origine de la résolution de l'ONU. Mais le Front Polisario qui conteste la souveraineté du Maroc sur le Sahara a promis de poursuivre la lutte pour l'indépendance du territoire. Toujours en Afrique du Nord, nous sommes en Tunisie. Des dizaines d'associations les plus actives et respectées du pays suspendues par l'État. Une décision administrative présentée comme temporaire, mais qui inquiète les défenseurs des libertés. Les détails. Aymen Rezgui est au chômage technique. Les portes de son association et son média, Nawet, sont fermées depuis le 31 octobre. Officiellement pour vérification administrative, mais pour lui, la mesure est répressive. Nous, journalistes, avons le sentiment de travailler dans un environnement non sécurisé où les portes de la prison peuvent s'ouvrir à tout moment contre une parole, un éditorial ou même une simple photo. Nous vivons une grande précarité économique. Du jour au lendemain, nous pouvons nous retrouver sans emploi dans la rue, comme cela s'est produit avec la fermeture de notre siège qui nous a laissés littéralement dehors. Ce média d'investigation ne peut donc plus enrichir ses réseaux sociaux par ses enquêtes habituelles. YouTube ou Facebook à l'arrêt, les lecteurs sont prévenus, mais la lutte va continuer. En Tunisie, une équipe juridique est déjà mobilisée pour traiter cette décision que nous considérons comme injuste, et ce, dans le strict cadre de la loi. Nous nous préparons à une grande campagne médiatique et civile qui ne défendra pas uniquement Nawat, mais toutes les voix libres, celles que le pouvoir en place semble de moins en moins disposé à écouter ou à tolérer. Aymen n'est pas le seul à combattre. De nombreuses associations sont touchées par la suspension. On le retrouve à une conférence, celle de la Journée mondiale contre l'impunité. Elle rassemble des voix favorables à la liberté d'expression. C'est paradoxal entre le discours officiel de l'État, du président de la République et la réalité des choses. Donc on a des journalistes emprisonnés aujourd'hui. On ne parle pas d'une simple menace, on parle des journalistes emprisonnés. En Tunisie, les autorités ne précisent pas toutes les motivations qui conduisent à la mise sous cloche des associations. Même cette députée indépendante estime que la décision n'est pas claire. Nous espérons que la mesure restera provisoire. Nous ne sommes pas opposés à la transparence, mais nous souhaitons que les raisons de ces suspensions soient strictement administratives et non destinées à restreindre ou à étouffer la société civile. Et les indices ne sont pas bons. Certaines équipes associatives ont refusé d'être filmées de peur de voir leurs activités mises en danger. Comme Nawat, les portes sont désormais fermées pour elle. Le bilan des victimes du typhon Kamalchi aux Philippines s'est alourdi vendredi à 188 morts après un passage au Vietnam où il a fait 2 victimes. Au total, 9585 habitations ont été endommagées à travers le pays, dont 264 ont été entièrement détruites. De retour chez eux, les habitants prennent la mesure du désastre. La fin du monde. Ici, dans le centre de l'archipel des Philippines. Le plus durement frappé par le typhon Kalmegi qui s'est abattu lundi, peu avant minuit. Silence de mort et désolation, quartiers aplatis, habitations réduites à fétus de paille, des villes entières inondées. 400 000 personnes ont été préventivement éloignées de la trajectoire de Kalmegi, selon les autorités. Ici, c'est Talisay City, ou ce qu'il en reste, province de Cebu. Les habitants de retour chez eux prennent la mesure du désastre. On a tout perdu, on n'a plus de maison. On a besoin d'aide, on a juste besoin de manger, du riz, ce qu'on peut trouver. Un peu plus loin, Lisa, la quarantaine, la petite dernière dans les bras. Tout a été détruit. Il reste juste le plancher. Mes enfants n'ont plus rien. Leurs uniformes d'école, les cartables, tout ce qu'on avait, il n'y a plus rien.
Lisa venait de finir de payer la télévision et la machine à laver achetées à crédit. Les tempêtes et les typhons, les Philippins y sont confrontés chaque année, une vingtaine par an. Calmegui est le 20e depuis début 2025. Une catastrophe après l'autre ici, il y a un mois, séisme de magnitude 6,9 dans le nord de la province de Cebu. À Cebu City, la capitale, voici la maison de Marlon, plus de 30 cm de boue aux pieds. On n'a rien pu sauver, c'est la première fois que ça nous arrive d'être inondés et ça fait presque 16 ans que j'habite ici. Lui aussi espère de l'aide. Nous serons très reconnaissants. 10 ou 12 régions sinistrées, a annoncé le président, sur 18. Nous allons déclarer l'état de calamité nationale. Plus de 2 millions de personnes concernées, près de 600 000 déplacés, sans compter les morts et les disparus. Mais déjà, ajoute Ferdinand Marcos Jr., un autre typhon se profile en début de semaine prochaine. Calmegui, lui, poursuit sa course. Ce jeudi, il est arrivé au Vietnam. Du 10 au 21 novembre prochain à Belém, au Brésil, se tiendra la COP30, conférence annuelle des Nations Unies sur le climat. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement participeront aux rencontres. Selon l'ONU, si les pays appliquent intégralement les feuilles de route qu'ils se sont fixées, le réchauffement global pourrait connaître une baisse considérable. L'accord de Paris pour le climat est accepté. C'était il y a 10 ans. Lors de la COP 21, 195 pays parviennent à un accord pour limiter le réchauffement climatique. Il confirme notre objectif central, vital même, de contenir l'augmentation de la température moyenne à 1,5 degré. Sauf que ce seuil symbolique de 1,5 degré est en train d'être franchi. Les émissions mondiales de CO2, bien que fortement ralenties, continuent d'augmenter. Conséquence, si rien ne change, le réchauffement pourrait atteindre plus 2,8 degrés d'ici la fin du siècle, selon les récentes projections du programme de l'ONU pour l'environnement. C'est bien mieux que les 4 degrés envisagés en 2015, mais pas forcément très rassurant. Comment amener les dirigeants politiques à faire plus d'efforts? C'est l'enjeu de la COP30 qui s'ouvrira lundi au Brésil à Belém, aux portes de l'Amazonie. Le président Lula y a convié dès aujourd'hui une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. Nous voulons voir s'il est possible d'inaugurer une nouvelle phase de la COP. Assez parlé, il est temps de passer à l'action. Les 4 principaux émetteurs de CO2, Chine, États-Unis, Inde et Union européenne, représentent près de 55% des émissions mondiales. Chine et Inde développent des énergies renouvelables. Les USA, grands absents de la COP30, s'enferment dans un climato-scepticisme forcené. Tandis que les Européens arrivent à Belém avec un accord conclu hier qui confirme leurs engagements au terme de débats houleux et de compromis. Il s'agit d'un accord pragmatique, ambitieux, rapide et flexible. Alors que faut-il attendre de la COP30? Ce format de sommet international est-il encore adapté? Face aux climato-sceptiques et aux températures qui s'emballent, le combat vaut-il encore la peine d'être mené? Et nous parlons à présent religion. La question continue de faire la une de l'actualité chrétienne mondiale. Donald Trump s'en est une nouvelle fois pris à Abuja dans une vidéo publiée mercredi sur sa plateforme Truth Social. Le président américain a réitéré son discours d'intervenir militairement au Nigeria si le gouvernement n'agit pas rapidement pour prévenir les attaques des islamistes qui cibleraient principalement les chrétiens selon le narratif du président américain. Le Nigeria rattrapé par un sujet sensible, la persécution des chrétiens. Depuis plusieurs années, des organisations religieuses et humanitaires dénoncent une recrudescence des attaques dans le nord du pays, imputées à des groupes extrémistes. Face à ce climat d'insécurité, Washington a haussé le ton, accusant Abuja de ne pas en faire assez pour protéger ses minorités chrétiennes. De nombreux habitants réagissent à cette nouvelle. If it will end insecurity, we welcome it. If it will help to safeguard our communities, we welcome it. I think that we are at a level where terrorism is now a global problem and our communities don't feel safe. And so if we have support from outside coming to say, we want to work with you to help stem the tide, I think we should buy it. This is something that we should welcome, frankly.
Selon Amnesty International, plus de 10 000 personnes ont été tuées dans des attaques djihadistes dans le centre et le nord du Nigeria au cours des 2 années qui ont suivi l'entrée en fonction du président Bola Tinubu. Pour Trump, il s'agit d'un génocide chrétien, mais pour de nombreux Nigérians, le problème est bien plus complexe. Selon les analystes, si les chrétiens sont régulièrement pris pour cible, la majorité des victimes des groupes armés sont des musulmans dans le nord du Nigeria, à majorité musulmane où se produisent la plupart des attaques. Dimanche, le gouvernement nigérian a rejeté l'affirmation de Donald Trump. Dans une déclaration publiée sur X, le président Tinubu a déclaré que la caractérisation du Nigeria comme un pays intolérant sur le plan religieux ne reflétait pas la réalité nationale. Parlons toujours de l'éventuelle intervention militaire américaine au Nigeria. La République populaire de Chine a publiquement pris position en faveur de Abuja face aux récentes déclarations émanant des États-Unis. Pékin a clairement exprimé son opposition à toute intervention extérieure dans les affaires intérieures du Nigeria par la voix de son porte-parole du ministère des Affaires étrangères Mao Ning. La diplomatie chinoise a souligné en sa qualité de partenaire stratégique qu'elle insiste sur le principe fondamental du respect de la souveraineté nationale. La Chine a pris position pour le Nigeria, où le président américain a récemment évoqué une possible action militaire en raison d'une supposée persécution des chrétiens dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Mardi, la diplomatie chinoise a été très claire en conférence de presse. La Chine soutient fermement le gouvernement nigérian dans sa volonté de conduire son peuple à suivre une voie de développement adaptée. La Chine s'oppose à tout pays qui s'ingère dans les affaires intérieures d'autres pays et s'oppose au recours fréquent aux sanctions et aux menaces militaires. Le président Trump a récemment déclaré que le christianisme était confronté à une menace existentielle au Nigeria de la part de groupes djihadistes tels que l'État islamique en Afrique de l'Ouest et Boko Haram. Cependant, Amnesty International estime que les attaques dans le nord du pays ne sont pas motivées par des raisons religieuses et que les musulmans étaient également pris pour cible. C'est ici que se referme ce temps d'information sur Lumière du Monde Télévision. Nous avons, comme de tradition, pris beaucoup de plaisir à vous présenter ce journal. Que le Seigneur vous bénisse dans vos foyers respectifs. Bonsoir.